There is a place to be, to grow up in security. C'est quand même étrange qu'au moment où un système et un enfant se rencontrent et que la rencontre ne marche pas, que l'on cherche automatiquement l'origine du problème dans l'enfant. Marie, c'est l'heure d'aller au collège. Allez. On est désemparés, on sait plus quoi faire. On s'inquiète pour son avenir. Voilà, bon, on espère toujours que ça va pas, que ça va aller. On fait tout ce qu'il faut pour, mais on a toujours quand même une grosse inquiétude pour sa scolarité et pour son avenir. Mon problème pour aller à l'école, c'est que je fais des crises d'angoisse, j'ai une phobie scolaire et je commence à avoir des bouffées de chaleur, je tremble un peu. Donc je demande directement à partir à l'infirmerie. Si elle accepte de suite de faire quelque chose, d'appeler mes parents ou quoi, ben, ça va s'arrêter là. Et sinon, je peux partir, je peux pleurer, je peux trembler encore plus. Et voilà. La principale problématique de ces enfants en difficulté, à mon avis, c'est le stress. Le stress généré par l'environnement qui est très souvent bruyant et violent. La violence entre eux, verbale et physique parfois. Le stress aussi, la pression des parents qu'ils gèrent plus ou moins bien par rapport à leur réussite scolaire et aussi par rapport aux devoirs. Ils ont une pression immense par rapport à ces devoirs qui amènent une inégalité, c'est-à-dire ils ont fait 6 heures de travail à l'école et ils rentrent chez eux, ils en ont encore une ou deux pour recommencer, ou ils peuvent être plus ou moins aidés par leurs parents en plus, donc c'est très inégalitaire. Les devoirs sont vraiment une source de stress. Nous, au retour à l'école, on doit vérifier qu'ils l'ont fait, les punir s'ils ne l'ont pas fait. Je dis souvent, c'est pas aux enfants à s'adapter au système, c'est au système à s'adapter aux enfants. Follow your dreams, follow your star and become who you truly are. Ce que l'on peut dire aux parents qui sont désemparés. La toute première chose, croyez toujours d'abord en votre enfant. Comment Marie a finalement intégré dans son esprit l'école? Elle a intégré un système où elle est prise dans un piège qui provoque chez elle des angoisses et un stress important. Donc on ne peut pas l'aider seulement en voulant la réintégrer à l'école. Ce qu'on va pouvoir éventuellement faire, c'est sa façon à elle de voir différemment finalement cet apprentissage. Il nous faut voir également accompagner les parents. Qu'est-ce qui s'est mis en route pour qu'il y ait cette pression-là? Parfois, il y a une pression inconsciente de la part des parents également sur le plan scolaire. Si tu imagines la cocotte minute des injonctions sous lesquelles nous croulons tous. C'est une cocotte minute au couvercle, un cuit-vapeur, hein, au couvercle serré sous lequel brûle le feu des attentes. Le feu de « il faut que tu changes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes meilleur, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu sois bien sage. » Ah, être sage, donc invisible. Dès que tu es visible, c'est que tu as un défaut du comportement. Il faut que tu sois bonne. Il faut que tu écoutes bien, que tu te conformes bien. Il faut que tu écoutes bien à l'école, sinon tu auras de mauvaises notes. Et si tu as de mauvaises notes, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Et si tu ne peux pas faire de bonnes études, eh bien, tu n'auras pas de bons diplômes. Et si tu n'as pas de bons diplômes, eh bien, tu n'auras pas de bon boulot. Et si tu n'as pas de bon boulot, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne seras rien. Car qui n'a rien n'est rien. Tu vois la pression qui monte, ce couvercle qui se tend de plus en plus. Et l'unique proposition faite ici, et ça, chacun peut le faire. Il n'y a aucun prérequis, aucune nécessité, aucune ressource matérielle ou intellectuelle à apporter en cela. Et ça peut être ce que chaque enseignant offre aux enfants qui franchissent le seuil de sa classe. C'est, on enlève ce couvercle. Je t'aime parce que tu es
comme tu es. Moi, je trouve qu'on dit beaucoup trop de choses aux enfants. On devrait leur donner les moyens de se réaliser. Et c'est ce que je fais. Alors, moi, je n'ai pas de préjugés et je ne considère pas que les gens entrent dans une catégorie. Je n'ai pas exercé ou je n'exerce pas un métier ordinaire. J'ai créé mon métier, j'ai inventé ce qui est mon métier, c'est-à-dire donc je suis un praticien d'éducation créatrice. Mon rôle n'est pas celui d'enrichir les connaissances de l'enfant, n'est pas de faire qu'il devienne plus savant, ayant plus de connaissances ou des moyens accrus. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas un critère pour moi. Il faut qu'il soit lui-même, il faut qu'il soit accompli en tant que personne. Et ça, c'est un critère absolu. On n'est pas obligé d'aller à l'école. Si je suis dans un état émotionnel qui ne me permet pas de réintégrer l'école, eh bien, on peut faire autrement le temps d'avoir creusé, d'avoir un peu pensé les blessures qui peuvent être parfois totalement différentes du cadre scolaire. Ce sont des blessures personnelles, familiales. Donc, il n'y a pas la pression pour revenir à l'école à tout prix. Si je considère que cette école est soit le lieu où je vais vivre une situation extrêmement difficile sur le plan scolaire, soit je vais vivre par exemple un harcèlement, ou que je m'en suis fait tout un monde. Donc il faut apaiser. À Marie d'abord d'être apaisée. Il ne faut pas lui dire tu vas forcément retourner dans un lieu qui n'est pas là où tu pourras t'épanouir. L'adaptation à l'enfant doit être la première règle. Un grand peut s'adapter à un enfant, parce qu'il a l'expérience. Un petit, bien sûr, il va pouvoir s'adapter peu à peu, mais il a tellement de choses à faire. Donc c'est à nous d'être imaginatifs et créatifs de façon à ce que l'enfant finalement puisse se dire « je peux évoluer, surtout si je suis en difficulté, mais en restant ce que je suis ». Mon enfant, tu t'en sortiras. Je ne sais pas encore comment, mais tu t'en sortiras avec les bonnes personnes. Des élèves qui sont en souffrance très forte. Avec tous nos efforts, on n'arrive pas trop à les aider. Et ils vont vivre jusqu'à leurs 15-16 ans dans un échec terrible. Et une souffrance terrible. Là aussi, c'est de l'impuissance. Mais vraiment de l'impuissance, que peut-on faire, hein? C'est le système, on met certains, la famille doit, c'est ta famille qui, etc. Oui, mais c'est l'enfant qui trinque à la fin. Et je pense que pas mal de décisions vont être prises n'ont pas mis l'enfant, on va dire, en première place. Il me semble que les conditions des enseignants sont moins faciles. Je vous l'ai dit, les relations avec les élèves sont quand même strictement scolaires maintenant et pas dans des conditions de dialogue tellement faciles. Les parents sont de moins en moins présents. Moi, je ne joue plus avec ses parents. Il y a très peu de dialogue. Ils sont qu'avec leur père. C'est leur seule référence. C'est assez compréhensible que l'institution soit démunie face à l'individu, puisqu'elle n'est pas faite pour produire des individus. Contrairement à l'idée de base. Et ces enfants n'ont de problème que dans ce cadre. Et donc je comprends que l'institution soit démunie. En général, c'est dans ces situations-là qu'on devrait faire la place à davantage de créativité
et à essayer de s'intéresser à l'individu. Mais c'est difficile de s'intéresser à un individu qu'on multiplie par le nombre d'enfants qu'on a dans une classe. Si tu es un élève que tu veux plus aller à l'école, ben, je te dirais, il y a d'autres possibilités aussi. Enfin, aller à l'école, il n'y a pas que ça. Après, ça dépend de pourquoi tu veux plus aller à l'école. Si tu veux plus aller à l'école parce que tu as des grands qui t'embêtent, parce que tu n'es pas à l'aise avec d'autres gens comme moi, je te dirais, ben, fais le CNED. Mais si c'est parce que tu n'arrives pas à suivre les cours, que c'est surtout l'éducation, que ça t'intéresse pas, que tu t'en fiches de connaître le théorème de Pythagore et que tu préférais aller tailler du bois parce que tu aimes tailler du bois, là je te dirais plus de faire une école alternative ou même, je sais pas, faire l'école à la maison totale pour apprendre ce que tu aimes faire, parce que ça sert à rien d'essayer de se bourrer le crâne avec quelque chose que tu veux pas en fait prendre. Tout dépend de toi en fait. Ce sont les meilleurs d'entre nous que nous pathologisons en général. Alors après, c'est phobie scolaire, après on invente toutes sortes de qualificatifs qui sont haut potentiel. Un enfant haut potentiel, c'est un pléonasme. Et toutes les formes, toutes les maladies de plus en plus diverses et variées qu'on trouve autour de l'enfance de nos jours, alors qu'en général, c'est les meilleurs d'entre nous qui refusent de devenir comme nous voulons qu'ils deviennent et qui veulent rester fidèles et loyaux à leur vraie nature. On a inventé un drôle de concept dans notre monde. On a inventé le concept de l'effort et on a eu à inventer le concept de l'effort pour contrebalancer le fait qu'on a tourné le dos aux enthousiasmes individuels. Et qu'on a essayé de nous enthousiasmer pour des choses qui ne nous intéressaient pas, qui nous ont donc mis face à notre incapacité à approcher les choses qui ne nous intéressent pas. Et au lieu que ce soit considéré comme une qualité, ce que c'est. C'est-à-dire de dire, ben non, ça ne m'intéresse pas, donc je vais y consacrer ni temps ni énergie, puisque c'est peine perdue. On a appris à croire qu'on avait soi-même un problème. Si on pouvait juste un petit peu partir un peu plus de ce que cherche l'enfant, si on pouvait un tout petit peu, au lieu de chercher nos déficits, nous demander ce qui nous enthousiasme, à tous les âges. Et vraiment faire silence. Et arrêter de penser que si ce qui ressort c'est éboueur ou laveur de carreaux, c'est quand même moins bien qu'avocat ou prof de maths. Ben alors on plongerait tous dans notre élément, dans lequel nous sommes géniaux. Chacun d'entre nous est génial. Chacune d'entre nous est géniale dans ce qui l'intéresse. Et ce qui nous rend géniaux nous rend utiles et indispensables au monde. Et nous donne justement cette impression qui nous donne des ailes que on change le monde autant qu'il nous change. Moi, je suis un garçon très différent des autres. Je n'ai jamais mis un pied dans une école. Mais pas pour visiter quoi que ce soit. Les enfants, souvent, ils me demandent, la première chose qu'ils me demandent, c'est quel âge j'ai, dans quelle classe je suis. Alors je leur réponds que je ne vais pas à l'école. Et ils disent soit « Oh le pot !» ou alors « Oh, mais ça c'est surtout pour les plus âgés. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est illégal. » Parce qu'ils croient que l'école est obligatoire, c'est une grande idée reçue. Bon, par contre, pour la deuxième, c'était surtout avant la présentation de l'article 21 qui a fait savoir, à mon avis, à pas mal de gens, même des députés, à mon avis, que ça existait, l'instruction en famille. J'ai pas vraiment d'apprentissage formel, c'est pas vraiment formel. J'ai envie de savoir quelque chose, je vais le chercher sur Internet, dans des livres. On a plusieurs bibliothèques ici, à travers grandes, épaisses et énormes, avec tout ce qu'il peut y avoir. On a bien sûr une encore plus grande bibliothèque qui s'appelle Internet. Bon, bien sûr, après, il faut confirmer les sources, mais enfin, tout cela permet c'est illimité, presque. Un enfant vient et est en difficulté scolaire et ne se sent pas heureux
à l'école. Je dirais pas difficulté scolaire, je dirais ne se sent pas heureux. Je dirais juste, sois toi-même. Sois toi-même, c'est tout. Continue tout droit même si la route est tordue. Il faut voir la vie un peu comme des carrés de chocolat qui arrivent sur un tapis roulant, qui peuvent avoir un goût extrêmement bon comme un goût médiocre. Ben, voilà, faut les dévorer et il faut en profiter. Même des mauvais, ils arrivent comme ça, il ne faut pas avoir de préjugés, il ne faut pas essayer de deviner est-ce que c'est une fraise, est-ce que c'est à la fraise, est-ce que c'est à la morve. Non, tu le croques et tu fais pas attention au goût, tu continues. Et tu continues. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard parce que je le fais déjà ce que j'ai envie de faire plus tard. Je suis pilote automobile et je fais pas mal de compétitions aussi pour de bon contre les meilleurs de France et même parfois d'Europe et même du monde. J'ai gagné 2 fois et cette année c'est ma dernière chance de battre un autre enfant, mais je ne cours pas pour être meilleur que les autres, contre les autres pour être meilleur que les autres. Je me bats pour battre mes propres limites, pour dépasser mes propres limites. Est-ce concevable de vivre à l'école quand on ne bouge pas? Oui, bien sûr, on peut même vivre en prison, et vivre même très très longtemps. Mais moi je pense que cela est voué à la disparition. Parce que l'école de demain, certainement, ne sera pas l'école de Charlemagne, ni l'école où on est assis alignés les uns à côté des autres. Ça sera une école où l'on bouge. D'ailleurs, des expériences partout dans le monde montrent qu'on est en train, même aux États-Unis, en Suède et partout, lorsque l'on innove, qu'on est en train de faire du vélo, lorsqu'on est en train d'apprendre, qu'on a le droit de bouger pour apprendre. Les nouvelles écoles de Montessori et de Summerhill, où l'on était dans l'expérience plutôt que dans l'apprentissage théorique des choses, mais bien sûr c'est ça la vie. Il faut que la vie soit dans un mouvement et le mouvement soit à l'école, complètement décloisonné. Mais ça sera absolument le moment de l'éducation future. Ça, pour moi, c'est une évidence. En fait, tout a montré que oui, on a fait le bon choix. Camille est déscolarisée depuis la 6e. En fait, elle a fait 6e, 5e, 4e, 3e à la maison. Et pourquoi est-ce qu'elle a été déscolarisée? Parce que ça se passait mal à l'école. Au niveau des relations avec les autres enfants, ça générait beaucoup d'angoisse chez elle, beaucoup de tension. Au moment du passage en 6e, elle a eu vraiment très peur de se retrouver avec d'autres élèves, enfin des élèves de sa classe, et puis dans un environnement qui lui faisait peur des autres enfants. Et du coup, voilà, on a choisi autre chose. Je ne crois pas qu'on puisse dire l'instruction en famille. À l'intérieur de l'instruction en famille, il y a des variations et des nuances infinies qui vont du unschooling, c'est-à-dire absolument aucune forme d'enseignement, ce que j'ai vécu moi et ce que vivent actuellement mes fils, jusqu'au CNED réglementé, c'est-à-dire l'école à la maison. C'est le mot le plus souvent choisi. Mais après, il y a tant de formes de pédagogie et d'écoles alternatives aux consonances italiennes, allemandes, forestières, démocratiques et autres. Et tout ça, c'est un fleurissement, et pourquoi pas. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une solution qui est bonne pour les enfants en phobie scolaire, ou les enfants en difficulté, ou pour tous les enfants. Parce qu'encore une fois, à chaque fois, c'est une question d'individu. Et puis, en plus, tout ça, ça dépend de ce qui va rassurer à la fois les parents et les enfants. Et donc, il peut y avoir une infinité de nuances. Et c'est justement l'individualité de ces nuances, donc des solutions trouvées,
Et ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a personne qui peut répondre à ces questions à votre place. Ça fait peur. On ne se sent pas capable et tout ça. Et c'est pour ça que le CNED, ça a été super. Enfin, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire une éducation sans support scolaire du tout. Et moi, je me sentais pas... Là, c'était complètement le saut dans le vide. Avec le CNED, il y a quand même un tremplin qui fait qu'il y a beaucoup de support, on suit un programme, et puis comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle s'éloigne trop des autres enfants. Donc ça, c'était bien. Ça fait un peu peur, oui, au début, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, très vite, on a vu que bon, c'était très bien. Je ne parle jamais d'échec scolaire parce que je sais que ça n'est pas un critère. Ce n'est pas à ce succès ou à cette lacune que l'on mesure les qualités ou les particularités d'une personne. Je pense que vraiment, il faut être à l'écoute de son enfant parce que c'est pas des caprices qu'ils ont. Souvent, c'est des vrais malaises qui tentent de nous faire comprendre, de nous dire. Et c'est important de les écouter. Alors, des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible, mais c'est bien d'en discuter. Et c'est bien de leur dire c'est pas possible et leur dire pourquoi. Mais quand c'est possible, écouter leurs demandes et leur permettre et leur offrir ça, c'est super important. Et je suis une maman très heureuse de sentir ma fille épanouie et bien. Voilà. Les enfants sont en perpétuel mouvement et ils ont besoin d'un mouvement perpétuel pour se développer. Sauf certains enfants qui sont d'une nature différente et qui ont moins besoin de bouger que d'autres. Mais les enfants, même s'ils sont capables de rester des heures durant assis quand quelque chose les a pris aux tripes qui les intéresse vraiment, ensuite tu vas les voir sortir et crier, hurler, courir, grimper aux arbres, etc. Mais d'une manière générale, quand tu demandes à des enfants, mais de nos jours tu ne demandes pas à des enfants, tu demandes au produit de nos concepts qui est un écolier, ce dont il a le plus envie, dans 90% des cas, il va te répondre dehors. L'enfant débarque dans le monde avec son enthousiasme, donc avec son engrais cérébral, c'est-à-dire avec la seule chose qui lui permet de mémoriser pour toujours toutes les informations qu'il va rencontrer. Et il se confronte au fait qu'on va lui dire ce qui t'enthousiasme ne nous intéresse pas autant que ce qui ne t'enthousiasme pas, mais que tu devrais maintenant considérer comme enthousiasmant. Et c'est ce qui va conduire à cette phrase incroyable qui est « je suis nul en maths », tellement répétée dans notre monde, universel, hein, qui est « je », première personne, « suis » du verbe « être », « nul », quel jugement sur sa propre personne. Alors que la phrase scientifiquement correcte pour exprimer ce qu'on ressent quand on dit ça serait « les mathématiques ne m'intéressent pas aujourd'hui ». Ah, quelle libération, parce que ce n'est pas de la faute des maths, ce n'est pas de ma faute à moi, ce n'est pas moi qui suis trop nul, c'est juste qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, donc je ne peux pas l'apprendre. Si on arrive enfin à eux qui ont entendu toute leur vie durant qu'on les aimerait plus s'ils étaient différents, c'est-à-dire je t'aimerais plus si tu étais plus adapté, je t'aimerais plus si tu faisais plus le ménage avec moi, je t'aimerais plus si tu rangeais mieux ta chambre, je t'aimerais plus, c'est toujours ce je t'aime, mais je t'aimerai plus. Et ça, c'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'existe que par la confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle, il y a une seule manière de l'exprimer, c'est en se débarrassant de la virgule et du « mais ». Et c'est dans le non-verbal que ça se passe. Nos enfants sont des géants des potentiels, qui peuvent tout devenir et tout apprendre, et qui sont faits pour ça. Simplement,
on n'est pas fait pour apprendre. L'humain n'est pas fait pour apprendre. Le cerveau de l'humain n'est pas fait pour engranger des informations. Le cerveau de l'humain est fait pour résoudre des problèmes. Et si à l'intérieur d'une recherche de solution, une information est pertinente, alors elle est mémorisée. Mais mémoriser de l'information pour mémoriser de l'information, c'est une chose face à laquelle notre cerveau est rétif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas. Et je crois qu'on a basé tout notre système éducatif sur un malentendu épouvantable qui est qu'on a confondu apprendre et apprendre par cœur, qui sont des choses totalement différentes. Apprendre par cœur, c'est une chose qu'on peut faire sans efficacité, mais qu'on peut faire ou faire faire. Mais apprendre, c'est rien qu'on puisse faire. Apprendre, c'est quelque chose qui nous arrive. Apprendre, c'est les alluvions qui se déposent quand nous avons fini de jouer et de nous enthousiasmer pour quelque chose. Et on ne peut pas apprendre, on ne peut pas mémoriser la moindre information sans activation de nos centres émotionnels. C'est-à-dire, si une information ne nous touche pas, ne nous concerne pas, elle entre par une oreille et elle sort par l'autre. Et ça, on le sait tous. On a tous oublié 80% des choses qu'on a dû apprendre. 80%, c'est énorme. Et si vous réfléchissez bien à ce que vous n'avez pas oublié, les 20% restants, c'est automatiquement 20% qui vous ont touché, qui vous ont ému, qui vous ont concerné. La personne vous touchez, le sujet concerné, un sujet de près ou de loin, connexe à un intérêt que vous aviez. On ne peut pas activer les centres émotionnels de manière artificielle. Il n'y a rien à faire. J'incurve par la masse de mon enthousiasme l'espace, le temps et le destin. Le monde me change. Mais je change le monde. There is a place to be, to grow up in security, to nurture you, follow your dreams, follow your star and become who you truly are. There is a place to be. True to yourself, grow up and shine, shine like a star, fulfill your wish, all that you came here to achieve, a dream come true. Your school allows you to be you, to do the things that bring you joy. This place is yours, it is so cool. School is where you long to be, your favorite place. It is right here, right deep inside. Dig up and dream. There is a place to be, to meet your friends, have lots of fun, play all day long, read, climb and sing, create and cook all kinds of stuff with all your heart. Puis parce que finalement, 0 plus 0 égale la tête à Toto. A place to be, to grow up in security. Est-ce que c'est désiré? Est-ce que c'est souhaitable que l'homme soit accompli? Est-ce que l'on veut que les enfants soient accomplis? Ou est-ce qu'on veut qu'ils soient dépendants de l'adulte, de ce qu'il veut qu'ils apprennent, de ce qu'ils deviennent? Voilà une question, bien sûr. Pour moi, elle ne se pose pas, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de doute. On ne doit pas façonner un enfant. On doit lui permettre de se réaliser. A dream come true.